1993, à Middletown, dans le Connecticut. Le lendemain d'Halloween, un vrai cauchemar commence. Du sang partout, du verre brisé partout. Ça ne pouvait pas être un simple meurtre-suicide. Une violente trahison. Elle n'avait pas confiance en elle. Elle était clairement jalouse. Si je ne peux pas l'avoir, personne ne l'aura. Et une enquête qui révèle un plan terrifiant. Elle avait ce pouvoir sur les autres. Si elle n'avait pas prononcé ces mots de son plein gré, je n'y aurais pas cru. Un plan si malfaisant qu'il hante encore les survivants. Je me suis longtemps senti coupable. Ces gens étaient censés être mes amis. Certaines liaisons sont dangereuses, d'autres sont mortelles. Niché le long du fleuve Connecticut, Middletown est considéré par ses habitants comme une ville universitaire parfaite. Jusqu'au lendemain d'Halloween, en 1993. Quand la vie de Gina Cocchi, 25 ans, change à tout jamais. Il était 17 h quand je suis entré dans la maison. C'était bizarre parce qu'il n'y avait aucune lumière allumée. Hey, what's up? J'ai fait « Hey, c'est moi. Et vous êtes où ?» La maison semblait vide et ça lui donnait un côté sinistre. Lynn? Ronnie? What the hell, you guys? Why are all the lights off? Tout d'un coup, j'ai buté sur quelque chose. Je suis revenu sur mes pas pour allumer. Il y avait du sang partout. Je me suis dit qu'on était au lendemain d'Halloween. Qu'est-ce que vous faites? Vous me jouez un sale tour? This is not funny. J'ai fait « Relevez-vous, qu'est-ce qui vous prend ?» Peu à peu, la jeune femme prend conscience que ce n'est pas une farce. I said get up. Lynn et son neveu Ronnie avaient été tués. Par arme à feu et arme blanche. Mon monde s'est désintégré. Je n'ai jamais compris et jamais je ne pourrai le comprendre. Je suis retourné près de Lynn pour essayer de la relever, mais j'ai rien pu faire. J'ignore combien de temps ça a duré. Le téléphone n'était pas sur le socle et il n'y avait plus de tonalité. Il était inutilisable, j'étais hystérique. Et je devais sortir de là. J'ai vu de la lumière chez les voisins d'en face. J'ai frappé à leur porte vitrée et j'ai dit « Aidez-moi, mes colocataires sont blessés ». Tout ce dont je me souviens ensuite, c'est un policier au milieu de la cuisine. Les forces de l'ordre déclarent que Lynn Steller, 43 ans, et son neveu de 25 ans, Ronnie King, sont morts sur place. En quelques heures, la nouvelle se répand au sein de la famille, au nord de l'État de New York. Il devait être 3 ou 4 heures du matin quand le téléphone a sonné. C'était mon père qui pleurait au bout du fil. J'ai demandé « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il a dit « Ronnie est mort, il a été assassiné, et tante Lynn aussi. » En rentrant de l'école ce jour-là, j'ai vu tout le monde dans le salon, la mine très sombre. J'ai demandé « Un des chiens a fugué ?» Et mon père a dit « Non, ta mère est morte. » J'étais sous le choc. C'était des gens joyeux, pleins de vie et généreux. Je me souviens avoir dit « Comment est-ce possible? Qui pouvait leur en vouloir? Ça ne peut pas nous arriver, pas à des gens d'une petite ville, des gens sans histoire. »
L'inspecteur Bob Baron de la police de Middletown se voit confier l'enquête. J'ai reçu un appel du quartier général qui m'a parlé d'un potentiel double meurtre. Meurtre-suicide, quelque chose comme ça. En arrivant sur les lieux du crime, c'était un carnage. À l'intérieur, il y avait 2 corps allongés par terre dans la cuisine. Du sang partout, du verre brisé partout. Ça ne pouvait pas être un simple meurtre-suicide. C'était une vraie boucherie. On n'avait jamais vu ça. Et il n'y avait aucune trace d'effraction. Et quand il n'y a pas effraction, un enquêteur se dit forcément que le tueur a été autorisé à entrer. Ils portaient encore leur manteau, ce qui veut dire qu'ils n'avaient même pas eu le temps de les retirer. Dès qu'ils sont arrivés, boum, c'était parti. Ils ont été abattus et poignardés. Un des deux a été matraqué avec un bocal en verre et l'autre avec une lampe en céramique. L'auteur de cet acte d'une rare violence a laissé de nombreux indices derrière lui. La police d'État est arrivée et ils ont emballé les 68 pièces à conviction. Chacune était vitale pour l'enquête. Des douilles, des morceaux de tapis de la maison avec des taches de sang dessus. Il y avait aussi des couteaux qui avaient été apparemment essuyés, comme pour enlever le sang. Et puis, il y avait une traînée de sang qui allait de l'intérieur jusqu'à la terrasse et à la rue. Ce sang venait certainement de la personne qui avait commis le crime. Parce que les victimes ne pouvaient pas être sorties en marchant. Le sombre déroulement des macabres événements commence à se dessiner. Ce n'était ni un cambriolage, ni une agression au hasard. Ça ressemblait à un crime enragé, peut-être passionnel, commis par une personne en colère qui connaissait peut-être au moins l'une des victimes. Ce qui place immédiatement Gina dans le collimateur de la police. J'étais sous le choc. Je me souviens que je me balançais sur le rocking chair. L'ambulancier avait dû me donner un calmant. Ils avaient pris mes vêtements et ma voiture. Hey. Gina, right? Gina, how well did you know this? Ils m'ont gardé des heures à me répéter sans arrêt les mêmes questions. Un nuage de suspicion plane au-dessus de la compagne de Lynn. Je me souviens que Jerry, mon oncle, a dit quelque chose du genre « c'est elle qui l'a fait », en parlant de Gina. Il avait encore du mal à accepter la relation entre elle et ma tante. On a interrogé Gina, tout en cherchant à savoir si elle avait des conflits avec d'autres personnes. Ils ont appelé mon travail et tous ceux qui pouvaient les renseigner sur mon emploi du temps. Et ils ont gardé ma voiture. J'étais à leur disposition. Rien n'indiquait qu'elle pouvait être impliquée dans ces homicides. Rien. Absolument rien. Elle a vite été innocentée. Gina hors de cause, les enquêteurs n'ont plus un seul suspect en vue. Aucun élément n'indiquait que les victimes avaient des problèmes avec qui que ce soit, ni que l'agression puisse être un acte de vengeance. Mais en faisant le tri dans les pièces à conviction, la police découvre une sombre histoire de trahison. J'ai pété les plombs et je lui ai dit « Vous n'êtes qu'un pauvre con ». Dévoilée par un enregistrement terrifiant. On l'a repassé 5 fois, histoire d'être sûr. Est-ce qu'on entend la même chose? 3 novembre 1993. 2 jours après avoir découvert les corps de sa compagne, Lynn Steller, et de son neveu Ronnie King, Gina Cocchi
quitte le Connecticut pour sa ville natale de Rutland, dans le Vermont, afin de trouver quelqu'un qui saura la consoler. Mon univers s'était écroulé. Alors, j'avais besoin de quitter Middleton. Et la première personne que j'ai appelée, c'est Janet. Janet Griffin, 46 ans, connaît Gina depuis toute petite. Elle me gardait quand j'étais enfant. C'était la mère que j'avais jamais eue. En arrivant dans le Vermont, je me suis garée devant ma maison. J'étais en larmes. C'était ma meilleure amie, alors elle m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit, je suis désolée, comment peut-on te faire une chose pareille? Quelques années plus tôt, quand Janet était au plus mal, c'est Gina qui avait été là pour elle. C'était 90 ou 91. On s'est croisés devant un restaurant. Elle vivait dans sa voiture parce qu'elle était en instance de divorce. Quand elle m'a montré où elle dormait, j'ai dit « C'est pas vrai, Janet. Tu peux pas vivre comme ça. » J'ai acheté une maison il y a un an. Il y a 4 chambres, alors tu vas venir chez moi. Et on a donc commencé à vivre ensemble. Well, this is it. Sorry for the mess. Welcome home. Malgré leur différence d'âge de 20 ans, les colocataires deviennent les meilleurs amis du monde. Elle était reconnaissante et voulait prendre soin de moi. Elle faisait la cuisine, la lessive, le ménage, tout ce que j'avais jamais le temps de faire, parce que je travaillais 80 heures par semaine. Déterminée et ambitieuse, Gina suit des cours à l'université Saint-Joseph, tout en travaillant à plein temps dans l'une des stations de ski les plus cotées du Vermont. Et puis Janet est venue travailler pour moi. D'abord à temps partiel, et puis 6 mois plus tard, quand un poste de responsable de l'entretien s'est libéré, elle a postulé et je l'ai embauchée. Do you have any nines? Oh, man. This again. Inséparables à la maison comme au travail, Gina et Janet font partie d'un groupe très soudé. On formait une petite famille à la station. Il y avait Nathalie Jurgen, Melody Jasmine, ainsi que Gordon Butch-Froen. Nathalie était une personne joyeuse et insouciante. C'était une très bonne amie. Are you out? J'avais rencontré Butch au début de l'adolescence et on travaillait ensemble depuis longtemps. C'était quelqu'un de très enthousiaste. J'ai jamais vu de côté sombre en lui. Melody, la fille de Janet, complète la bande. Melody était prête à tout pour sa mère. Elles étaient très proches. On travaillait ensemble, on se serrait les coudes et parfois on se voyait plus que 2 conjoints. Malgré le lien qui unit le groupe, la personne à laquelle Gina tient le plus vit à 250 km de là, dans le Connecticut. J'ai rencontré Lynn Steller chez ma tante Margaret. Elle tenait une entreprise de tapisserie et elle s'occupait du canapé de ma tante. On avait tellement de points communs. Le courant est passé tout de suite. J'ai ressenti une connexion émotionnelle comme jamais. Elle avait 20 ans de plus, mais j'aurais jamais pu avoir autant de sujets de conversation avec quelqu'un de mon âge. On a eu une relation à distance pendant 5 ans. The rest? Before you grab the food, if you could just sit down for a quick minute. Lynn a affiché son amour pour Gina lors d'un mariage familial. I just wanted to take a moment to officially ask you to be my date. L'homosexualité était toujours tabou. C'était difficile à accepter dans ma famille.
Alors, venir au mariage avec Gina, au risque d'être raillé par sa famille, c'était une étape importante. Pour Lynn, Gina est un rayon de soleil dans une vie obscurcie par la mort tragique de son fils aîné, Howard. C'est arrivé en 1981. Il vivait dans l'État de New York. En passant devant le bus, Howard s'est fait renverser par une voiture. Ma tante a tout vu. Je n'ai pas eu la chance de connaître... Ah oui, mon grand frère. Je n'ose imaginer ce que mon père et ma mère ont vécu. À la suite de cette terrible perte, Lynn a commencé à assumer une identité longtemps reniée. Clamer haut et fort « je suis lesbienne », c'est jamais facile. Ça a dû être très compliqué pour elle de faire son coming out, surtout pour une personne aussi gentille qui voulait toujours rendre les gens heureux. Ma mère et mon père sont restés très proches. J'ai passé mon enfance en sachant que ils étaient amis et que ma mère était homosexuelle. Après leur rupture, elle est allée vivre à Middletown. Elle a laissé la garde à mon père pour que je vive une vie plus traditionnelle. J'allais donc la voir pour les vacances de Noël, etc. Mais je savais qu'elle m'aimait et j'adorais passer du temps avec elle. À cette époque, l'homosexualité féminine n'était pas bien acceptée. Et je pense que s'installer dans le Connecticut était une façon de repartir à zéro. Bien que de 20 ans son aîné, Lynn trouve en Gina la compagne qu'elle attend depuis longtemps. Je savais qu'elle était très amoureuse et qu'elle était heureuse. On était ensemble depuis un bon bout de temps. Et je devais la rejoindre dans le Connecticut après mon diplôme. Plus ce jour approche, plus la relation des deux femmes semble indisposer quelqu'un. Tante Lynn ressentait quelque chose de négatif chez Janet. Elle n'est jamais rentrée dans les détails, mais elle n'avait pas confiance en elle. Je n'ai jamais rien vu. Et il n'y avait aucune animosité. On allait au bingo ou danser. On était amis, d'une façon ou d'une autre. Inconsciente de cette tension grandissante, Gina fait le grand saut en août 1993. Notre relation était de plus en plus forte. Alors dès que j'ai eu mon diplôme universitaire, je suis allée vivre avec Lynn. La veille de mon départ, Janet a organisé une grande fête en mon honneur. On était en larmes. Elle a dit « Appelle-moi dès que t'arrives ». Pour être sûr que tu y es et que tu vas bien. J'ai dit « Ok ». Gina entame sa nouvelle vie avec Lynn. Une vie qui se retrouve menacée dès les premiers instants. On a eu une lettre anonyme. C'était bizarre. Gina, come take a look at this. Ça disait « Lynn est une dealeuse. Tire-toi vite avant que ça dégénère. » Une mise en garde gentillette en comparaison à l'incroyable trahison qui se prépare. Dire que 3 personnes connaissaient ses intentions, mais qu'aucune n'a jugé bon d'aller en parler à la police. J'étais sous le choc.
Si elle n'avait pas prononcé ces mots, je n'y aurais pas cru. Après 5 longues années d'attente, Gina Cocchi et Lynn Steller emménagent enfin ensemble. Mais cet heureux événement est perturbé par l'arrivée d'une menace inquiétante. C'était bizarre. Ça disait « Lynn est une dealeuse, tire-toi vite avant que ça dégénère ». Lynn avait peur. Elles ignoraient qui l'avait écrite. Mais ma tante était si inquiète qu'elle en a parlé à plusieurs personnes. Gina? Malgré les inquiétudes de sa compagne, Gina est convaincue qu'il s'agit seulement de menaces en l'air. J'étais la directrice d'un hôtel. Et il y avait une fille qui travaillait dans l'équipe d'entretien depuis un bout de temps, mais que j'avais dû renvoyer pour racolage. Et cette lettre menaçante est arrivée 2 ou 3 jours plus tard. J'ai dit, ça doit être cette folle que j'ai virée. Lynn a dit, certainement, c'est ridicule. Et basta. Pendant que le couple s'efforce d'oublier la sinistre menace, dans le Vermont, l'orage gronde. Janet Griffin a du mal à supporter l'absence de son ancienne colocataire. Elle était en colère et voulait que Gina revienne. C'est devenu une obsession. La frontière entre l'amour et la haine est parfois ténue. Quand l'amour qu'on porte à quelqu'un est très fort, Hey, Lynn. Hi. et qu'un jour il se passe quelque chose, Hi, Lynn. certaines personnes tunnelisent, au point de faire des choses étranges. Hey, Lynn. Hi. Elle était clairement jalouse de la relation qu'avait Lynn avec Gina, alors qu'il n'y avait jamais rien eu d'intime entre Gina et Janet. C'était dans sa tête. Ça n'existait pas. Hello? Hello? Ignorant tout de l'obsession de Janet, Gina s'habitue à sa nouvelle vie à Middletown. Une nouvelle vie et une nouvelle famille. Ronnie s'était installé chez Lynn environ 3 mois avant moi. Leur relation était merveilleuse. Lynn était comme sa mère. Ronnie et Lynn avaient un lien très fort. Elle l'a accueilli chez elle quand ils traversaient une période difficile et ils se sont entendus à merveille. Ronnie était un beau mec. Je le voyais comme le Tom Cruise de la famille. Je rêvais de devenir comme lui. Ronnie avait un esprit libre et il aimait la vie. C'était un garçon doux, pince sans rire. Lynn le comprenait parfaitement. Elle arrivait à lui faire entendre des choses comme personne. Il y avait un profond respect entre eux. Il a trouvé un emploi dans l'université où travaillait Lynn, dans la maintenance. All right, Bronny, don't let me down. Come on. Il était facile à vivre. On prenait des cours de danse country et on s'amusait beaucoup tous les 3. Au cours des semaines suivantes, la nouvelle famille de Gina accueille son amie Janet à bras ouverts. Lynn, Ron, Janet et moi, on se parlait souvent au téléphone, parfois 2 ou 3 fois par jour. Si Janet appelait et que Ron décrochait, ils discutaient quelques minutes. Quelquefois, elle parlait même à Lynn avant de me parler. Leur discussion pouvait durer une vingtaine de minutes. Gina, it's Janet. Hi, Janet. Mais pour Janet, cela ne suffit pas. En août 1993, Janet a demandé à Nathalie Jurgen de la conduire à Middletown. C'était soi-disant pour faire les boutiques, mais elle a décidé de s'arrêter chez Gina et Lynn. Ma porte est toujours ouverte aux amis. Welcome. J'étais heureuse de la voir. Elle est venue 2 ou 3 fois. On riait, on plaisantait, c'était super. Elle adorait Ronnie et Lynn. Mais le bonheur de Gina et Lynn
attise la jalousie de Janet. À la mi-septembre, les voyages de Janet à Middletown prennent une nouvelle dimension. Janet Griffin et Natalie ont suivi Lynn Steller jusqu'à l'université où elle travaillait pour connaître son trajet quotidien. Elle prenait des photos et s'est mise à noter les itinéraires possibles entre la maison de Lynn et son lieu de travail. C'était comme une mission de reconnaissance. Quelques semaines plus tard, début octobre, Janet passe au stade supérieur. Pendant le trajet, Nathalie remarque une casquette, des gants et une arme dans le sac de Janet. Janet, why did you bring a gun? À ce moment-là, le projet devient concret. Where did you think this was going? Janet explique à Nathalie Jorgen qu'elle a l'intention de tuer Lynn. Là, Nathalie lui dit « On arrête. Ce sera sans moi. » You're gonna do what I tell you to do or I'm gonna kill your kids. Do you understand that, Natalie? I will kill your children. You got it? Wow. Okay. Stay here. Janet Griffin pouvait être très intimidante. Elle avait ce pouvoir sur les autres. Nathalie pense qu'elle n'a pas d'autre choix qu'obéir à Janet. Janet voulait tendre une embuscade à Lynn à son retour du travail. Janet se fichait des autres et ne se souciait que de ses propres sentiments. Si je ne peux pas la voir, personne ne l'aura. Ma mère était pour elle un obstacle. Elle comptait arroser l'intérieur du véhicule avec de l'essence ou du liquide inflammable, puis mettre le feu et tirer sur Lynn à l'intérieur. C'était une façon d'éliminer toutes les preuves. Mais ce jour-là, Lynn prend un autre chemin, car elle a un rendez-vous médical. What happened? Just go. Just go! Okay. Lynn a été sauvée par ce coup du sort. Janet est rentrée frustrée. Après cette virée, Nathalie Jorgen dit stop. Elle ne veut plus retourner à Middleton avec Janet Griffin. Elle a compris que cette dernière ne plaisante pas et refuse de prendre part à ce projet. Mais Janet n'en a pas fini. Bien décidée à aller au bout, elle recrute Melody, sa fille de 24 ans, pour la conduire à nouveau à Middletown. J'étais au téléphone avec Lynn et elle m'a dit « Tiens, une voiture du Vermont vient de se garer. » J'ai dit « Vraiment ?» Elle a ouvert la porte et Janet et Melody sont entrées. Tante Lynn a fait entrer Janet dans la maison pour boire un café. J'imagine Janet en train de sourire intérieurement en pensant « Pauvre idiote, t'aurais pas dû m'ouvrir. Je m'en fiche de ton café. Je suis là pour voir l'agencement de ta maison, comment tu vis et tes habitudes. » Janet venait pour étudier la configuration de la maison. C'est comme ça qu'elle a appris qu'il y avait une trappe dans une des portes. Oh my god, do you guys want to hear a really funny story? So the other day I lost my keys. Well, I left them on the counter. And so I tried to get through the doggy door. Elle a alors pensé à Butch Fruen, parce qu'il était petit et pourrait donc passer par cette chatière. Janet savait à présent comment entrer par effraction pour tendre une embuscade à Lynn Steller. Avec un nouveau plan en tête,
Janet rejoint le Vermont pour mieux préparer son retour. Janet dit à sa fille de les conduire, elle et Butch Fruen, à Middleton. Melody pensait que c'était pour rendre visite à Gina. La jeune femme les dépose tout près de la maison. You run into town and get us some six. À la requête de sa mère, elle part acheter des cigarettes, ce qui l'éloigne de la scène du crime. Trois jours après les meurtres de Lynn Steller et de son neveu Ronnie King, les enquêteurs reçoivent une information inattendue. Quelqu'un nous a appelés pour nous dire de nous intéresser à Janet Griffin, dans le Vermont, qui était blessée à la main. Donc, on a décidé de se rendre sur le lieu de la veillée et des funérailles pour voir si quelqu'un allait se présenter avec un bandage sur les mains. Parce qu'on ne savait pas à quoi Janet ressemblait. Pendant la veillée, la police de Middleton était là. Ils m'ont demandé de les accompagner dans la pièce d'à côté et m'ont dit « Est-ce que vous connaissez une certaine Janet ?» J'ai dit « Bien sûr ». Bob Baron a dit « On veut lui parler, il y a un problème ». J'ai pété les plombs et je lui ai dit « Vous n'êtes qu'un pauvre con. Retournez chez vous pour trouver le vrai tueur. » Elle était sur la défensive, envahie par les émotions. Elle ne voulait pas croire que Janet puisse être impliquée dans un acte pareil. Je pense que sa réaction était tout à fait normale. Malgré sa colère, Gina accepte d'arranger un rendez-vous avec Janet dans sa maison du Vermont. Janet est arrivée très vite. Hi, Janet. Hi. I'm Detective Gina. This is Detective Barone. Hi. Hamilton. He's got a few questions for you. Sure. Elle s'est montrée très coopérative. Elle était calme lors de cet entretien. Je lui ai demandé son alibi. Butch and I went down to Glen Falls to go shopping. I wanted to buy a jacket for my grandson. Et puis, comment vous êtes-vous blessé à la main? Elle a répondu sans hésiter que le lendemain des meurtres, elle se trouvait dans un appartement à Killington et qu'en dévissant un globe en verre, celui-ci s'était cassé et qu'elle s'était coupée. Elle était tout de suite allée voir son chef pour déclarer un accident du travail. Mais on savait qu'elle mentait. Elle essayait de nous tromper. Si les enquêteurs ne sont pas dupes, c'est parce qu'ils ont eux aussi un secret. Un secret qui va faire la lumière sur cette horrible conspiration. En entendant ça, il a su qu'il était dans le beau drap. 3 jours après le meurtre de Lynn Steller et de Ronnie King, Janet Griffin se montre à l'aise lors de son entretien avec les enquêteurs. Ce qu'elle ignore, c'est qu'ils ont un atout dans leur manche. En commettant son crime, Janet a coupé la ligne téléphonique, ce qui a enclenché l'enregistreur. Un peu plus tôt, ce jour-là, en écoutant la bande, on est resté bouche bée. On l'a repassé 5 fois et on a même fait venir des supérieurs, histoire d'être sûr. Est-ce qu'on entend la même chose? C'était absolument incroyable. On a dit, pouvez-vous venir au poste de police de Rutland demain? Et elle a accepté sans ciller. I'll be in touch if I have any more questions, okay? Thank you for your time.
On savait qu'elle mentait, mais on attendait d'avoir d'autres preuves. Parce que sur la bande, on entendait aussi un homme. On ne savait pas qui d'autre était impliqué, qui pouvaient être les complices. Comme elle avait parlé d'un certain Butch, on est allé chez lui. Et il nous a raconté exactement la même chose que Janet. Alors, on lui a demandé de venir nous voir le lendemain. Et il a dit, pas de problème. Le vendredi 5 novembre, 4 jours après l'horrible double meurtre, Janet Griffin et Butch Fruen sont installés dans 2 pièces différentes au poste de police de Rutland. Lors de son interrogatoire, Butch Fruen a commencé à nous dire qu'il était au travail ou à un autre alibi. The problem, Butch, is we already know you're lying. Ils lui ont fait écouter la bande, et en l'entendant, il a su qu'il était dans de beaux draps. Butch Fruen n'a mis que 10 minutes à nous raconter ce qui s'était passé. Il a dit être allé à Middleton sans savoir que des homicides allaient être commis. Ils ont marché main dans la main, Janet et lui, jusqu'à la maison. Ils ont sonné à la porte, et comme personne ne venait, ils sont allés derrière. Janet Griffin aurait alors pointé son arme sur lui. Et avec l'arme braquée sur lui, elle a dit « Va à l'intérieur, passe par cette chatière, et après tu m'ouvres la porte. » Peu de temps après, Lynn Steller et Ron King sont arrivés. Dès qu'ils sont entrés, elle a attaqué. Ils n'ont pas eu le temps d'enlever leur manteau. Ron a reçu 3 balles. Il s'est écroulé par terre. Il ne faisait probablement pas partie du plan. Il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Lynn a reçu 1 balle. Et puis elle s'est mise à poignarder Lynn, encore et encore. Elle pensait qu'il n'était pas tout à fait mort. Alors, elle a pris une lampe du salon qu'elle a écrasée sur la tête de Lynn. Alors elle a pris un bocal en verre qu'elle a écrasé sur celle de Ronnie. C'est comme ça qu'elle s'est coupé la main. Après les aveux de Butch, Janet subit un interrogatoire plus corsé. Donc, on revient dans la salle d'interrogatoire et on lui dit « Nous avons la preuve que vous étiez présente dans cette maison et que vous avez tué cette femme. » Elle a baissé la tête, montrant pour la première fois ses émotions. Elle avait les larmes aux yeux. À ce moment-là, avec le lieutenant Lang, on s'est dit avec certitude, elle va passer à table. Alors, elle a relevé la tête et elle a dit « Je ne suis pas une tueuse. » J'ai dit « Tant pis, dans moins de 2 jours, on aura certainement un mandat d'arrêt contre vous pour ces meurtres. » Elle a dit « Je serai chez ma fille. » C'en est resté là. Alors que la police attend le mandat, une autre personne se confesse directement à Gina Kochi. Nathalie Jurgen était une très bonne amie pour moi. Elle m'a appelé ce jour-là pour me dire qu'elle avait conduit Janet plusieurs fois jusqu'à chez moi pour que Janet prenne des photos de Lynn, de son lieu de travail et du mien, et pour voir par où elle passait.
C'était ahurissant. Si elle n'avait pas prononcé ces mots, de son plein gré, je n'y aurais pas cru. Le 9 novembre 1993, Janet Griffin est arrêtée pour les meurtres de Lynn Steller et Ronald King. J'étais en état de choc. Ces gens étaient censés être mes amis. Je ne pourrais jamais comprendre une telle trahison. Dans les deux États, les médias répandent vite la nouvelle de l'arrestation et de l'obsession de Janet pour Gina Cocchi. L'affaire a fait grand bruit. Beaucoup de gens pensaient que Janet était ma maîtresse. C'est faux. Nous étions de simples colocataires. Mais c'était une histoire de lesbienne délaissée. Et la presse a planté la tente devant chez moi. Pendant près de 3 ans, Janet Griffin tente de se faire extrader au Connecticut. Mais son procès a finalement lieu en mars 1996. 1 mois plus tard, elle est reconnue coupable des 2 homicides. Quand j'ai entendu le verdict, j'ai fondu en larmes. Elle a ruiné ma vie à plein de niveaux différents. Elle méritait de mourir de la même façon que ma compagne et son neveu. Mais elle a fini derrière les barreaux, là où elle doit être. C'est ce qu'on pouvait faire de mieux. Janet est l'incarnation du mal. C'est l'image que je me fais du diable. 1 an plus tard, en mai 1997, Gordon Butch Fruin est jugé pour son rôle dans le double meurtre. Butch Fruin était inculpé pour complicité dans un double assassinat. Mais les chefs d'accusation ont été amoindris et il a été jugé pour homicide involontaire. Je pense que Gordon avait peur de Janet. Mais il s'est rendu complice dans le sens où il savait ce qui allait se passer. En échange de son témoignage contre Janet, l'accusation accorde l'immunité à Natalie Jurgen et abandonne les poursuites contre Melody Jasmine. On ignore si Melody était au courant de ce qui allait se passer dans la maison. Finalement, on n'a pas eu assez d'éléments pour l'inculper. Janet Griffin aura beau passer le reste de sa vie en prison, sa peine n'est rien comparée à la souffrance endurée par les proches de Lynn et Ronnie. Dire que 3 personnes connaissaient ses intentions, mais qu'aucune n'a jugé bon d'aller en parler à la police. Je trouve ça hallucinant. Ma mère était ma plus grande fan. Elle m'aimait et j'adorais être avec elle. C'est déchirant de savoir qu'on m'a privé de sa présence, mais je me console en me disant que la coupable ne verra plus jamais la lumière du jour. Ça faisait presque 25 ans que je n'avais plus parlé de cette histoire. Et ça me sidère toujours autant. Je me suis longtemps sentie coupable. Parce que j'aimais profondément Lynn. Elle représentait tout pour moi.